Bonjour à tous, je m'appelle Irène Pittet, je suis psychologue, je suis la personne qui a coordonné ce MOOC. Je voulais voir avec vous les différents points que nous allons aborder. Premièrement, nous allons commencer par un module historique dans lequel nous allons retracer la naissance de la notion d'autisme ainsi que son évolution jusqu'à aujourd'hui. Dans le deuxième module, on parlera des signes et des symptômes observables que présentent les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme, et ce, à différents âges. Dans le troisième module, nous parlerons des critères diagnostiques spécifiques d'un trouble du spectre de l'autisme, et ces différents critères seront illustrés par des extraits vidéo. Dans le quatrième module, vous apprendrez à repérer les signes précoces observables chez les bébés à risque d'un trouble du spectre de l'autisme. Dans la cinquième partie, vous apprendrez la différence entre une comorbidité et un diagnostic différentiel, et ces deux notions seront bien évidemment approfondies dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme. Finalement, le sixième module vous propose de parler de l'annonce diagnostique. Car évidemment, une fois que ce diagnostic est posé, il s'agit de l'annoncer à la famille et de proposer un suivi adapté. J'espère que ces différents thèmes vous intéresseront et je vous souhaite un très bon cours. Nous sommes ici dans un lieu où les enfants, les jeunes adolescents viennent pour y apprendre, faire leurs premiers apprentissages, mais aussi tisser leurs premières relations avec leur père et aussi avec des adultes qui sont à l'extérieur de leur famille. Dès l'âge de 2, 3, 4 ans dans les milieux de crèche ou alors à l'école primaire, nous allons pouvoir repérer un certain nombre de signes précurseurs ou diagnostiques des troubles du spectre de l'autisme. Ces signes sont perceptibles au niveau de la communication, au niveau de l'interaction sociale avec les pairs et aussi au niveau des sphères d'intérêt qui sont investies par les jeunes, sphères d'intérêt très spécifiques, qui vont de pair souvent avec des comportements stéréotypés. L'existence de ces signes est désormais claire pour l'ensemble des personnels qui travaillent auprès des enfants, que ce soit dans le domaine éducatif ou alors dans le domaine de la santé mentale. Ces signes précurseurs et ces signes diagnostiques ont fait l'objet de nombreuses recherches. Des recherches en psychologie clinique, en psychiatrie, en sciences de l'éducation notamment, mais aussi des recherches qui ont mené à des interventions précoces. Si l'existence de ces signes est désormais connue, cela fait seulement 50 ans que nous nous penchons plus particulièrement sur les caractéristiques de l'autisme. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur l'autisme qu'on a presque de la peine à imaginer que l'autisme en fait n'existait pas au-delà de 50 ans. Donc la question qui va être de mise pour ce premier module est la suivante. Qu'est-ce qui nous a pris tout ce temps pour comprendre et examiner plus spécifiquement l'autisme? La réponse à notre question se trouve dans deux phénomènes socio-historiques qui sont relativement récents et qui datent environ du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est à cette époque, d'abord, que l'éducation pour l'ensemble des enfants devient obligatoire. Autrement dit, avant le XVIIe siècle, seulement les enfants fortunés bénéficiaient d'une éducation continue, tandis que l'enfant de famille ordinaire, lui, n'était que traité de véritable adulte quand il commençait à travailler sur le champ ou dans l'industrie après la révolution industrielle. Et donc ce premier phénomène socio-historique fait en sorte que, d'une part, comme le sociologue Philippe Ariès l'a souligné, la structure de la famille change et on commence à s'intéresser à l'éducation des enfants. Dès lors qu'on doit gérer l'ensemble des enfants, on doit aussi gérer leurs interactions
et les enfants avec qui il est plus difficile d'entrer en interaction. Le deuxième phénomène socio-historique autour du XVIIe siècle est la naissance de la psychiatrie en tant que discipline scientifique. Avant le XVIIe siècle, la souffrance psychique est interprétée comme une forme d'aliénation incurable qui provenait des pouvoirs divins pour punir l'individu d'une faute ou encore pour punir sa famille. À partir du docteur Philippe Pinel, qui introduit la notion de l'aliénation curable, c'est-à-dire la possibilité d'éduquer moralement ceux qui souffrent de cette aliénation, la discipline scientifique de la psychiatrie va naître. Et au cours de cette naissance, Philippe Pinel va établir une classification de la souffrance psychique. En particulier, il va s'intéresser à la mélancolie, mais aussi aux démences et ce qu'il va appeler l'idiotie, c'est-à-dire la difficulté congénitale à apprendre. Et c'est chez ses disciples, notamment Jean-Marc Itard, que nous retrouverons un intérêt plus particulier pour la souffrance de l'enfant. Jean-Marc Itard va suggérer à son maître que certains enfants, notamment les enfants sauvages, ne sont pas idiots, mais peuvent être amenés eux aussi à une éducation, notamment une éducation morale. Et c'est avec la situation du petit Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, que Jean-Marc Itard essaiera d'éduquer le premier enfant qui, on croit, avait des caractéristiques d'autisme, c'est-à-dire des caractéristiques particulières de communication, une impossibilité à établir des relations sociales et des mouvements et des intérêts restreints et stéréotypés. Donc ces deux phénomènes socio-historiques ont eu lieu en parallèle entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ils ont permis à la fois de centrer notre attention sur les difficultés des enfants en milieu scolaire et pour la première fois de l'histoire, se centrer sur la santé mentale des enfants. Et nous verrons comment, au travers du XXe siècle, de l'invention notamment de la psychologie, mais aussi des poursuites des recherches en psychiatrie chez l'adulte et chez l'enfant, que la notion du développement particulier de l'autisme a pu naître au cours du XXe siècle. L'histoire de l'autisme veut que le premier cas répertorié soit le cas d'un jeune garçon, enfant sauvage, que l'on aurait trouvé dans une forêt un peu comme celle-ci. C'est bien sûr le cas du petit Victor de la forêt de l'Aveyron, qui a donné lieu à beaucoup d'écrits, à un film de François Truffaut, et aussi au livre de Jean-Marc Itard, qui a essayé d'éduquer ce petit sauvage. Alors remettons-nous d'abord dans le contexte. Nous sommes en 1798. Nous sommes à une époque où Philippe Pinel a proposé une classification de la souffrance psychologique, notamment des démences et de l'idiotie. Et dans ce contexte surgit ce petit enfant sauvage qu'on décrit comme n'utilisant pas le langage, qu'on décrit comme incapable
de se mettre en relation avec les autres, s'exprimant seulement avec des bruits. Et donc, il retient immédiatement l'attention des gens dans l'Aveyron déjà, mais aussi plus généralement des Français qui y voient peut-être là un test pour les nouvelles thèses de l'éducation morale. Lorsqu'il est trouvé dans la forêt, on croit que le petit Victor a environ 11 ou 12 ans. On essaie effectivement de l'éduquer, de le contenir, on essaie de communiquer avec lui et très vite, on va le transporter de l'Aveyron à Paris où il sera vu par le docteur Pinel lui-même. Le docteur Pinel va l'examiner et va poser un diagnostic, celui d'idiotisme incurable. Et c'est à ce moment-là qu'un de ses élèves, Jean Itard, se passionne pour le petit Victor et propose au docteur Pinel de conduire une expérience pour prouver que le petit Victor peut être éduqué moralement. Et dans les mémoires de Jean Itard sur le petit Victor, on peut déjà commencer à voir pourquoi, des centaines d'années plus tard, ce petit Victor représente le premier cas d'autisme. Et laissez-moi donc vous lire un extrait du livre de Jean Itard, qui décrit donc le petit Victor comme un enfant d'une malpropreté dégoûtante, affecté de mouvements spasmodiques et souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux de la ménagerie, mordant et égratignant ceux qui le contrariaient, ne témoignant d'aucune espèce d'affection à ceux qui la servaient. Enfin, une indifférence à tout et ne donnant de l'attention à rien. Donc très clairement, dans cette description, on y retrouve les trois éléments aujourd'hui de la description du comportement de l'autisme autour des gestes répétitifs et des intérêts restreints, lorsqu'il dit, par exemple, se balançant sans relâche. D'accord ? Donc cette sphère comportementale-là, aussi cette difficulté à entrer dans une interaction sociale, à être sensible aussi, à répondre aux mêmes stimulations que les autres. Et enfin, bien sûr, cette énorme difficulté qu'avait le petit Victor à communiquer, déjà par le langage, mais aussi par les signes. Et Jean Itard va confectionner un programme d'éducation basé surtout sur l'imitation pour tenter d'inculquer au petit Victor une forme de sociabilité. Et comme vous le savez peut-être, c'est un projet qui aura plus ou moins de succès. Malgré le relatif insuccès de Jean Itard auprès du petit Victor, c'est une tentative qui a tout de même été historique dans le désir et l'espoir aussi de pouvoir éduquer les enfants qui étaient dénommés comme des idiots incurables. Et dans cette démarche, on voit déjà comment ces enfants, et plus tard l'autisme, se retrouvent à un carrefour entre l'idée de la difficulté d'amener ces enfants à communiquer comme les autres et en même temps la possibilité effectivement d'apprendre de leur manière de communiquer pour trouver un moyen d'échanger avec eux et de permettre finalement la socialisation. Donc en quelque sorte, Itard est un précurseur de l'intervention précoce. Avec lui,
nous découvrirons effectivement le concept des fenêtres développementales, c'est-à-dire notamment que certaines acquisitions doivent avoir lieu au début du développement si elles peuvent vraiment se développer jusqu'aux compétences adultes. On pense particulièrement au langage. Et effectivement, le petit Victor avait dépassé en quelque sorte cette fenêtre développementale de l'acquisition du langage. Mais cet insuccès a ensuite motivé à intervenir plus tôt pour pouvoir aider à transmettre les outils, à sculpter les outils de la communication et de l'interaction sociale et, au travers de l'intervention précoce, permettre aux enfants de développer des compétences de communication sociale. En conclusion de cette leçon, vous voyez comment certaines pierres fondatrices de l'approche, de l'intérêt qu'on peut développer autour des enfants avec souffrance psychologique se sont finalement développées autour du XVIIIe siècle. Avec Pinel et Itard dans le développement de la psychiatrie et du soin auprès de ces enfants, et aussi avec l'éducation pour tous qui a finalement augmenté notre intérêt envers l'éducation des enfants en général. Ces deux pierres fondatrices vont permettre au XIXe et XXe siècle d'affiner le regard sur ces enfants, d'affiner les méthodes pédagogiques et de commencer à décrire ce qu'aujourd'hui nous appelons les troubles du spectre de l'autisme. Dans cette leçon, on va s'intéresser aux premières utilisations du mot autisme, en partant du champ de la schizophrénie, ce qui va nous donner les éléments de compréhension de pourquoi il a été tant difficile de différencier l'autisme et la schizophrénie. Dans un deuxième temps, nous verrons qu'avec les premières applications du mot autisme au sujet d'enfants est véritablement née l'utilisation contemporaine de cette expression pour signifier des problèmes, des caractéristiques particulières au niveau de la communication, des interactions sociales, des intérêts restreints et des comportements stéréotypés. Pour poursuivre notre trajectoire sur l'histoire de l'autisme, on va s'arrêter sur une personne en particulier, la première personne qui a utilisé le mot autisme, et c'est Eugène Bleuler. Eugène Bleuler est un psychiatre suisse du tournant du XXe siècle, un contemporain notamment de Sigmund Freud et aussi d'Emil Kraepelin, qui est plus connu pour avoir inventé le mot schizophrénie. Schizo-schisme, phrénie de l'esprit. Bleuler était intéressé à savoir si le sujet schizophrène devenait, comme son maître lui avait enseigné, vraiment dément, s'il s'agissait d'une démence. Et ce qu'il a observé, c'est que la schizophrénie et le décours de la schizophrénie ne mènent pas à la démence précoce comme l'avait suggéré Kraepelin. Ceci est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ouvre une porte à considérer que la souffrance psychique est une affection davantage neurodéveloppementale que neurodégénérative, c'est-à-dire que le cerveau qui sous-tend cette souffrance psychique ne va pas nécessairement, obligatoirement, devenir dément. Donc, pour caractériser un des comportements du sujet avec schizophrénie, Eugène Bleuler a inventé le mot autisme, en allemand autismus, qui tire sa source du grec ancien autos, qui signifie soi-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait caractériser ce comportement très précis des sujets avec schizophrénie
qui se replient sur eux-mêmes dans un monde imaginaire. Un monde qui potentiellement va les couper de la réalité avec autrui, un monde qui va potentiellement les isoler de la stimulation extérieure. Et donc le mot autisme est d'abord utilisé par un psychiatre d'adulte avec schizophrénie pour signifier un repli sur soi-même dans l'imaginaire. L'autisme est donc utilisé d'abord comme une caractéristique de la psychose, en particulier de la schizophrénie. Et on mettra presque 100 ans à se différencier de cette utilisation. Le contexte historique dans lequel le mot autisme est donc utilisé est un contexte où il y a la découverte de la schizophrénie et c'est aussi un contexte où il y a la découverte de la psychanalyse avec Sigmund Freud. Bleuler et Freud entretenaient des relations et une correspondance et certains disent que le mot autisme fait aussi référence à cette autostimulation mentale que Bleuler imaginait que le schizophrène pouvait faire en s'isolant du monde dans son imaginaire. Ces caractéristiques du lien à une conceptualisation plus proche des conflits inconscients intérieurs plus que de problèmes de communication ou d'interaction sociale ont marqué donc le début de l'utilisation du mot et resteront encore pendant une centaine d'années. Bleuler nous intéresse donc au concept de la schizophrénie et ouvre le champ pour une conception neurodéveloppementale qui ne mène pas à la démence nécessairement. Et par la suite, au cours des années 20, 30 et 40, les cliniciens et les chercheurs vont s'intéresser plus particulièrement à la souffrance chez l'enfant. Pourquoi ? D'une part, parce qu'au niveau du système scolaire, l'éducation pour tous est de plus en plus généralisée et il y a un besoin d'identifier ce qu'on appelle aujourd'hui les déficients intellectuels et aussi ceux qui souffrent de troubles du comportement et qui perturbent les classes dans l'enseignement ordinaire. D'autre part, il y a un intérêt plus particulier pour une intervention auprès de ces enfants. On le voit typiquement dans les années 20 avec l'invention de la psychanalyse des enfants de Mélanie Klein et de Anna Freud. Du coup, le concept de schizophrénie de Bleuler va être en quelque sorte appliqué à l'enfant. L'enfant qui semble être pris dans ses pensées, dans son imaginaire, va être caractérisé comme schizophrène infantile ou enfant schizophrène. Dès lors, la conception de cet enfant est un enfant qui est d'une part pris dans ses pensées et d'autre part qui potentiellement est en train d'halluciner. Et le concept d'hallucination est très proche de l'idée qu'on se faisait de la schizophrénie à l'époque. Plusieurs descriptions de cas dans les années 20 et dans les années 30 vont parler de ces enfants schizophrènes et deux descriptions plus particulièrement vont nous aider à situer ce qu'on appelle aujourd'hui les comportements autistiques au sein de cette population. D'abord, l'article de Léo Kanner, l'article Princeps, qui, il a souvent été dit, a décrit pour la première fois 11 cas d'enfants avec autisme, va bien sûr retenir notre attention. Mais récemment, certains historiens
ont identifié Louise Despert, une psychologue américaine qui aurait, elle, décrit des cas d'enfants schizophrènes se rapprochant des comportements autistiques, et ce, avant Kanner, en 1938. Donc nous allons nous pencher sur la contribution de Louise Despert. En 1938, Louise Despert décrit dans son article sur la schizophrénie chez l'enfant une série de comportements qu'aujourd'hui nous attribuerions à l'autisme. Je vous cite un exemple. L'enfant est caractérisé par une associabilité, un retrait, une tendance à la rêverie, une peur de nouveaux contacts affectifs, de l'irritabilité, parfois une hyperactivité ou agressivité, une tendance à vivre dans leur propre monde. C'est donc très proche de la description qui sera reprise en 1943 par Leo Kanner. Deux éléments aux hypothèses de Louise Despert sont importants à retenir. Le premier élément, et pourquoi elle est si importante au niveau historique, c'est qu'elle caractérise deux formes d'émergence de ces comportements. Une forme qu'elle va appeler soudaine ou aiguë, qui vient un peu de nulle part, et une autre forme qu'elle va appeler insidieuse, qui est progressive. Mais au travers de ces descriptions, un deuxième élément est à retenir, c'est qu'elle fait l'hypothèse que la schizophrénie chez l'enfant est présente dès la naissance. Et ceci va à l'encontre des thèses psychanalytiques qui suggèrent qu'un temps de développement normal doit précéder l'arrivée de la schizophrénie chez l'enfant. Et donc, elle ouvre une brèche avec cette proposition, brèche que Leo Kanner va exploiter. Louise Despert aura donc une influence importante sur Leo Kanner, notamment au travers de cette thèse de la présence de la schizophrénie infantile dès la naissance, de ces types d'émergence, et aussi d'une certaine manière de leurs fondements qui seraient potentiellement liés. Bien que Kanner a insisté pour dire que l'autisme était différent de la schizophrénie, surtout dans le fait que l'enfant autiste, selon lui, n'hallucine pas, il mettra quand même un certain temps à distinguer l'autisme et la schizophrénie. Je vais vous citer un de ses écrits de 1949 qui donne en exemple le lien qu'il opère entre schizophrénie et autisme. L'autisme, dit-il, est tellement intimement relié à la nature fondamentale de la schizophrénie infantile qu'on ne peut les distinguer, en particulier les cas d'émergence insidieuse décrits par Shushareva, Krebelsky, Albatz et Despert. Et donc, pour conclure, on voit que les premières utilisations du mot autisme s'inscrivent dans une clinique de la schizophrénie qui est plus une clinique de l'adulte. Il a fallu des pionniers comme Louise Despert et comme Leo Kanner pour ramener cette description à l'enfant et pour oser contredire un certain nombre de thèses et proposer que l'autisme était présent dès la naissance. Et au travers de son travail, Leo Kanner va progressivement être de plus en plus précis quant à ce qu'il veut dire par l'autisme infantile, et c'est ce qui lui conférera une influence durable dans l'histoire de l'autisme jusqu'à aujourd'hui.
Bienvenue dans cette leçon où nous allons nous pencher dans un premier temps sur la contribution de Léo Kanner dans les années 40, sur son travail au cours des 30 années qui ont suivi pour faire reconnaître l'autisme infantile, et enfin toute l'ère post-Kanner dans les années 70, où on a vraiment vu l'avènement des critères diagnostiques de l'autisme infantile. Qui était donc Kanner? Eh bien, Kanner est un jeune médecin austro-hongrois qui a fait ses études de médecine à Berlin et en 1924, il a émigré aux États-Unis. Et c'est seulement aux États-Unis qu'il a commencé à s'intéresser à la pédiatrie et à la psychiatrie. Il a attiré l'intérêt de ses supérieurs tellement qu'il a été nommé chef du premier centre pédopsychiatrique de l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. S'en est suivi un écrit sur la psychiatrie de l'enfant. Aujourd'hui, Kanner est reconnu aux États-Unis comme le père de la pédopsychiatrie. Kanner était un militant dans l'âme qui voulait vraiment adapter un soin spécifique aux enfants. Par ailleurs, au cours des années 30, il a développé un intérêt particulier pour les enfants qu'il nommera autistes de l'enfance. Dans ce module, vous avez comme lecture proposée la description des 11 cas décrits par Kanner en 1943. Et j'aimerais avec vous souligner un certain nombre de signes pathognomoniques, un mot très compliqué pour dire des signes qui sont spécifiques à une maladie. Signes donc que Kanner avait proposés comme étant spécifiques à cette nouvelle entité qu'il proposait, jusque-là jamais décrit, disait-il, l'autisme infantile. Mais prenons notre loupe contemporaine pour examiner ces propositions et divisons ces propositions en observations qui ont attrait à la communication, en observations qui ont attrait aux interactions sociales et enfin aux observations qui ont davantage attrait aux aspects des intérêts restreints. Donc, commençons par la communication. Qu'est-ce que Kanner nous dit dans la description de ces cas? Il nous dit qu'il y a des particularités de cette communication, qu'il y a des répétitions, des actes et des paroles qui sont monotones, ou qu'il y a de l'écholalie retardée, cette répétition retardée des sons et des paroles. Kanner avait bien identifié l'inversion des pronoms personnels, du je pour le tu et du tu pour le je, chez certains de ses patients. Et il avait aussi dégagé que dans la communication à l'individu avec autisme infantile, la compréhension des fois était très littérale chez l'enfant. On peut penser à un exemple comme si on demandait à un enfant de lire un passage à voix haute, l'enfant lirait le passage en criant avec une voix très haute. Donc une compréhension littérale au niveau de la sphère de la communication. Ensuite, penchons-nous sur la description des interactions sociales particulières des 11 cas décrits par Kanner. Dans un premier temps, j'aimerais souligner le titre, qui est une difficulté à établir un lien affectif avec l'autre, et Kanner donc conceptualise l'autisme comme un problème affectif, d'abord et avant tout, et c'est dans sa description des interactions sociales qu'on peut le voir aussi, quand il dit par exemple que ces enfants ont une incapacité à établir des relations,
qu'ils ont un échec à adopter une attitude anticipatrice lors de l'initiation d'une interaction. Prenez l'exemple suivant. Un enfant est dans sa chambre, il entend son parent arriver, passer la porte, se diriger vers lui, et l'enfant ne se retourne pas, ne fait pas de geste d'anticipation de l'entrée en communication. C'est quelque chose que Kanner avait décrit. Il avait décrit effectivement aussi que ces enfants avaient un mode de relation avec les personnes qui étaient pour lui totalement différents aux autres. Il donne l'exemple de la peur de l'épingle. Un enfant qui va chez un médecin et le médecin qui veut prélever un peu de sang va utiliser une épingle pour obtenir une goutte de sang. L'enfant en développement typique va ensuite développer une peur du médecin. Tandis que chez l'enfant avec autisme, Kanner avait observé que l'enfant avec autisme va développer une peur de l'épingle, comme si elle était dissociée de la personne qui avait utilisé cette épingle. Donc il décrit de manière assez claire toutes les particularités des interactions sociales de l'enfant qui pour lui mènent à ce problème d'établissement d'un lien affectif avec autrui. En troisième lieu, Kanner avait observé la restriction de la sphère d'intérêt des enfants qu'il a décrit, notamment autour de la limitation, dit-il, dans la variété de l'activité spontanée, qui signifie finalement un manque de curiosité ou d'intérêt pour la nouveauté, peut-être une fixation plus grande autour d'intérêts plus spécifiques. Il a aussi souligné ce qu'il appelait l'obsession anxieuse de la permanence, c'est-à-dire cette sensibilité très importante qu'ont les individus avec autisme à la permanence des objets qui structurent leur environnement perceptif et à l'émotionnalité que génère un changement, par exemple dans la décoration de leur chambre ou de leur appartement ou de leur maison. Bien sûr, toutes les observations de Kanner ne sont pas justes. Il avait estimé notamment qu'ils avaient toutes d'excellentes facultés de mémorisation, de bonnes facultés cognitives, ce qui, on le sait aujourd'hui, est faux. Il avait aussi estimé que ces enfants étaient d'emblée dans un repli autistique. Or, aujourd'hui, nous savons effectivement que ces signes vont apparaître peut-être dans la première année, mais surtout entre la première et la deuxième année. Il avait certaines phrases un peu peut-être exagérées. Il disait « leur visage donne à la fois l'impression d'une grande profondeur d'esprit et lorsqu'ils sont en présence d'autrui, d'une tension anxieuse. Ils sont tous issus de familles extrêmement intelligentes. » Encore une fois, ce qui est faux. Mais Kanner, comme plusieurs dans sa position très hiérarchique, avait finalement un biais de recrutement. C'est-à-dire que pour avoir accès au docteur Kanner, il fallait faire, en tant que famille, toute une série d'entretiens préliminaires pour pouvoir finalement être reçu par le docteur Kanner. Et c'est souvent les familles les plus aisées qui pouvaient se permettre de franchir toutes ces étapes pour finalement arriver dans sa consultation. Pour conclure, peut-être avez-vous perçu que l'approche de Kanner était différente de celle de ses contemporains, soit psychanalystes ou soit bleulériens. Kanner adopte une approche qu'on pourrait nommer de clinique phénoménologique, c'est-à-dire qu'il va observer les phénomènes
et les comportements pour en dégager les signes spécifiques. Il va s'interdire de présumer que l'autisme a une activité hallucinatoire. Il va aussi proposer que cette souffrance est présente d'emblée, dès le début de la vie. Et donc son approche se distingue de l'approche traditionnelle en psychiatrie et de par son influence en pédopsychiatrie, il aura une énorme influence sur ses pairs, sur les recherches aussi qui seront menées au cours des années 50, 60 et 70. Ainsi, avec cette publication en 1943, il lance un intérêt particulier pour l'autisme infantile et le travail qui suivra sera un travail de caractérisation des différences entre la schizophrénie infantile et l'autisme infantile. Entre 1943, la fameuse publication de Léo Kanner qui décrit ces 11 cas, et les années 1970, il y a presque 30 ans qui se passent sans qu'il y ait un véritable changement dans la manière dont on associe l'autisme et la schizophrénie infantile. En fait, l'autisme qui est attribué à l'enfant reste un autisme bleu-lérien, c'est-à-dire qu'il est centré sur une interprétation d'un repli sur soi dans l'imaginaire. Néanmoins, Kanner travaille pour centrer la conception de l'autisme infantile comme étant un trouble affectif, un trouble de la mise en relation affective problématique. Et en 1970, il va créer un journal que lui-même appellera Journal of Autism and Childhood Schizophrenia. Et donc on voit que même par son action, il maintient un lien entre l'autisme infantile et la schizophrénie infantile. Et il faudra attendre la révolution psychiatrique des années 70 pour que s'opère un changement plus franc, un pas très important dans l'histoire de l'autisme pour se différencier de la psychose et de la schizophrénie. Que se passe-t-il donc dans les années 70 pour permettre un changement et plus spécifiquement une reconnaissance du diagnostic de l'autisme à part entière? À savoir déjà que dans la version du DSM-2, la classification américaine des troubles psychiques, dans sa version 2 de 1968, il y a référence au mot autistique, mais encore comme une caractéristique du comportement, notamment chez l'enfant avec schizophrénie. À partir des années 70, il y a une série de convergences de changements qui vont aboutir à la reconnaissance du diagnostic de l'autisme. Le premier est de l'ordre de la pratique diagnostique. Alors que la pratique diagnostique était dynamique, c'est-à-dire psychanalytique, jusqu'aux années 70, elle se transforme au cours de cette décade pour favoriser une approche diagnostique qui est davantage reproductible d'un individu à l'autre, c'est-à-dire que l'approche diagnostique doit être basée sur des critères observables, souvent comportementaux. Ce premier changement est en parallèle à un autre changement en psychiatrie, celui-ci en recherche psychiatrique,
qui commence à favoriser les modèles statistiques et aussi la recherche épidémiologique, c'est-à-dire la recherche de la prévalence des troubles au niveau national et international pour en comprendre leur nature. Ces changements sont notamment menés par un pédopsychiatre de renom, Michael Rutter, de Londres, qui va énormément influencer ce mouvement vers la statistique et l'épidémiologie psychiatrique. Enfin, en psychologie, le mouvement de recherche cognitive sur les processus psychologiques qui sous-tendent des schémas d'action, des schémas de pensée et des schémas affectifs prend son envol dans les années 70. Plusieurs recherches sont effectuées, notamment sur les compétences langagières des enfants avec ce type de troubles. Ensemble, donc, ces changements au niveau du diagnostic, au niveau de la recherche psychiatrique et au niveau de la recherche psychologique vont opérer un changement de paradigme dans la manière dont on voit l'autisme. On passe non plus d'un trouble à la Kanner, c'est-à-dire d'un trouble affectif. Désormais, on perçoit ce trouble comme un trouble de dysfonctionnement de la cognition, de la pensée et plus particulièrement de la communication et des interactions sociales. Et donc, s'opère dans les années 70 ce changement qui va mener en 1980, dans la version du DSM, édition numéro 3, à la première reconnaissance de l'autisme en tant que trouble à part entière. Ce trouble apparaîtra dans une catégorie qu'on va appeler trouble envahissant du développement, et donc on reconnaît aussi ici l'aspect développemental, aux côtés aussi de la psychose infantile. Et donc on a une catégorie ici qui à la fois aménage la psychose infantile, mais différencie l'autisme. L'autisme devient un trouble à part entière. Pour la petite histoire, dans cette même édition, l'autisme chez l'adulte schizophrène, c'est-à-dire les comportements de repli sur soi observés chez le schizophrène, ce critère-là disparaît du diagnostic de l'adulte schizophrène dans le DSM-3. C'est donc dire qu'en 1980, on a une disparition de l'association de l'autisme bleulerien chez l'adulte et une apparition de l'autisme infantile comme un diagnostic à part entière. La période des années 80 et 90 est une période où il faut souligner la contribution d'une pédopsychiatre anglaise du nom de Lorna Wing, née en 1928 et décédée en 2014. Lorna Wing, d'une manière très anticipatrice sur les futures recherches, avant l'avènement de la neuroimagerie cérébrale, fait l'hypothèse qu'un certain nombre de zones cérébrales chez l'enfant autiste sont vulnérables. C'est les zones tout particulièrement qui traitent l'information sociale et qui soutiennent les facultés de communication. Cette perspective est instruite par ses travaux sur la communication chez l'enfant avec autisme et elle militera pour la reconnaissance des déficits chez ces enfants en termes de communication et d'interaction sociale, et non pas comme Kanner, de quel elle se différencie assez clairement, et non pas comme un trouble affectif, comme le proposait Kanner. Par ailleurs, son article de 81 sur Hans Asperger
aura une influence aussi, comme vous le savez peut-être, puisque le trouble Asperger sera présent dans l'édition du DSM-4 en 1994. Et c'est Lorna Wing qui a rappelé ces observations cliniques qui étaient contemporaines à celles de Kanner, qui étaient effectuées depuis l'Autriche à une époque où Asperger et ses travaux n'avaient pas le loisir d'être diffusés au niveau mondial. Et donc, il y aurait une reconnaissance de certains types d'autisme qui sont sans doute des précurseurs au spectre plus large des troubles du spectre de l'autisme. Pour conclure donc, nous avons entre la publication de 1943 de Leo Kanner et 1994 une évolution fantastique de la manière dont on conceptualise l'autisme, d'un trouble affectif à un trouble de la communication et de l'interaction sociale, de la manière dont nous reconnaissons l'autisme comme étant distinct et différent de la schizophrénie infantile, et de la manière dont nous pratiquons le diagnostic de l'autisme, ce qui permet une recrudescence de la recherche et aussi des propositions novatrices de l'intervention précoce dès le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Les 3 premières leçons nous ont amenés au travers du parcours des 80 premières années qui ont mené à la reconnaissance et à l'opérationnalisation, c'est-à-dire la caractérisation du trouble de l'autisme infantile avec le DSM-3 dans les années 80. Maintenant, pour la 4e leçon, nous allons nous centrer sur les développements contemporains, notamment des années 90, mais aussi des années 2000-2010, pour voir comment notre compréhension et la manière dont on caractérise l'autisme a évolué. Comme vous pourrez le voir dans cette leçon, cette évolution est constante. Elle est informée par la recherche, elle est informée par les travaux sur les prises en charge, elle est informée par aussi les groupes d'intérêt qui souhaitent faire reconnaître leur existence, leur particularité et la manière dont ils vivent pour qu'ils soient le mieux reconnus possible. Et donc, le diagnostic n'est pas historiquement un objet fixe, mais bien un objet dynamique auquel il est utile de s'intéresser pour y percevoir les spécificités à chacune des versions de la conception de l'autisme. Et ceci peut-être vous aidera à comprendre pourquoi chez vous ou dans votre ville, dans votre système scolaire, de prise en charge ou de santé, vous êtes souvent confronté à différentes perspectives sur l'autisme, différentes manières de le définir. Donc cette perspective historique est là pour vous aider à faire le tri et à mieux comprendre. Au travers de toutes les conceptions diagnostiques de l'autisme, vous reconnaîtrez 3 domaines de particularités, de symptômes qui reviennent constamment. Le domaine de la communication, le domaine de l'interaction sociale et le domaine des intérêts restreints et des mouvements répétitifs. Selon la version diagnostique sur laquelle vous vous penchez, ces domaines-là peuvent être définis de manière différente, avec des différences relativement subtiles.
Dans le passage entre les années 90 et la version actuelle qui date de 2013 du diagnostic des troubles du spectre de l'autisme, on peut se pencher d'abord sur deux différences fondamentales. La première est que dans la version de 2013 de ce qu'on appelle le DSM-5, une nouvelle catégorie apparaît, la catégorie des troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, on en parlait déjà, bien sûr, mais ils ne constituaient pas une catégorie diagnostique à part entière. Et donc ça a pris presque 100 ans, depuis Bleuler jusqu'à aujourd'hui, pour focaliser sur les troubles du neurodéveloppement. La deuxième spécificité du système diagnostique de 2013, le DSM-5, c'est l'évaluation de la sévérité du trouble. Et ça, c'est très important, puisque la sévérité est désormais caractérisée selon les besoins que le trouble engendre. Prenons un enfant qui aurait un trouble du spectre de l'autisme, mais qui est intégré à l'école et où tout se passe relativement bien, on dirait qu'il y a une sévérité légère, en comparaison à une sévérité moyenne ou alors une sévérité beaucoup plus importante, où là, on peut aussi avoir des enfants qui ne décrochent pas le langage et qui ont besoin d'une assistance beaucoup plus importante au niveau de leur fonctionnement quotidien. Donc, ces différences entre troubles neurodéveloppementaux et sévérité vont caractériser la pratique diagnostique contemporaine. Un troisième élément qui est d'intérêt pour nous, c'est qu'il y a dans la triade des symptômes de l'autisme deux groupes de symptômes, communication et interaction sociale, qui ne vont désormais plus faire qu'un groupe de symptômes. Donc, communication et interaction sociale sont désormais réunis. Penchons-nous maintenant sur les différences entre la définition de l'autisme en 1994 et la définition actuelle qui date de 2013. On a un certain nombre de domaines de symptômes entre ce qu'on appelle le DSM version 4 et le DSM version 5 qui ont en quelque sorte bougé de place ou alors qui sont devenus pertinents ou qui ont perdu leur pertinence. Et ce, sur la base des travaux qui ont été menés dans les années 90 et 2000. La première particularité qui est fort intéressante est celle de la nécessité ou du symptôme autour du trouble du langage. Vous vous rappelez notamment les travaux de Lorna Wing dans les années 70 et 80 sur la communication qui ont aidé à établir l'autisme comme un diagnostic à part entière. Eh bien, actuellement, les troubles du langage ne sont plus des symptômes diagnostiques de l'autisme. Ils ont été retirés des symptômes cardinaux. Néanmoins, une évaluation du langage est absolument pertinente dans la majorité des cas. Le deuxième symptôme à faire sa sortie des symptômes cardinaux est celui du manque de recherche spontanée et de partage des intérêts, qui encore une fois sont des manifestations qui sont intéressantes à évaluer, mais qui ne font désormais plus partie des symptômes dans la définition du trouble du spectre de l'autisme. En revanche, et ce, suivant un certain nombre de travaux
aussi assez récent sur les altérations sensorielles, tout le domaine de la sensorialité revêt une importance accrue. Et il y a un certain nombre de découvertes que vous allez aussi vous-même découvrir au travers de ce MOOC sur l'autisme, autour du fonctionnement sensoriel et de certaines altérations typiques dans le développement. Enfin, le DSM-5 suggère, et pour tenter de diminuer le surdiagnostic sur la base de la communication verbale et non verbale, le DSM-5 propose une série de troubles où les seuls symptômes présents sont le manque de communication non verbale, le manque de développement et de maintien des relations sociales et le manque de réciprocité socio-émotionnelle. Si l'enfant n'a que ces difficultés, on ne va pas parler de troubles du spectre de l'autisme, on va plutôt parler de troubles de la communication sociale, et ce, pour éviter du mieux que l'on peut de surdiagnostiquer l'autisme. Dans cette séquence, nous sommes partis du plus général au plus particulier. Nous avons d'abord vu les grands changements au niveau diagnostique de l'autisme et ensuite, de manière peut-être un peu plus spécifique, les changements qui ont été opérés entre les années 90, les années 2000 et aujourd'hui 2010 et plus. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Eh bien, nous ne le savons pas, sauf peut-être dire qu'il y aura certainement des changements. Puisque sur une période aussi courte que 30 ans de diagnostic de l'autisme, nous avons déjà opéré un certain nombre de changements, des changements qui ont un impact au niveau de la prise en charge, de la manière aussi bien sûr dont on définit l'autisme, de la manière dont on pense à l'autisme. Avec l'introduction du spectre, il est espéré que l'on puisse mieux caractériser les différences inter-individus. Et peut-être aussi ouvrir à une conception qui permet l'idée de la neurodiversité, des particularités de chacun comme étant parfois des forces, parfois des obstacles. Dans la continuité de la séquence précédente, nous avons aujourd'hui comme invité le professeur Joaquim Fuentes. Le professeur Joaquim Fuentes est professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à San Sébastien, au Pays Basque. Il est également expert en autisme sur le board de la Société européenne de pédopsychiatrie et affilié à Autisme Europe. Joachim, could you explain us the main changes that occurred between DSM-4 and 5 regarding the ASD diagnosis? Yes, of course. Thank you for the opportunity to share these ideas with you all. I think there are several very important aspects. One is that the diagnostic symptoms were changed not in general, but by grouping them together. So they were the same symptoms, basically, but instead of having three different sets, three different groups, they were mixed in two. One that has to do with social communication and interaction disorder. The other had to do with restrictive, repetitive behavior, plus sensory stimulation, sensory interest. So it's a more simple classification in terms of having just two groups of symptoms. And I think that it's important that after that, the DSM-5 allows you to specify the severity of the disorder between 1, 2, and 3. 3 are the people who are most in need of support. 2 in the middle, and 1 will be those who have less need of support.
And then also, finally, you have the opportunity to specify if the person has intelligence problems, language problems, or any known medical or genetic disorder. So it's a very coherent way, I think, of making the diagnosis of autism spectrum disorder. But we really moved from a constellation of disorder, Asperger, pervasive disorder, to one diagnosis. What were the main reason of these changes from 4 to 5? Basically, the reason was to increase the specificity. You see, the problem was that somebody could be labeled as having Asperger disorder in Bilbao and having autism in Paris and having PDD-NOS in Geneva. So, and they will be the same person, and that was proven. There was proven that the tremendous lack of stability of the diagnosis. So the main idea was to increase the specificity, to decrease the false positives. And they were able to do it. They succeeded in doing that because further studies show that that was the case. So that's, of course, a huge benefit to increase consistency and reliability. Were there other benefits expected? Well, I think there is another benefit that's very important. The symptoms now, the way they are presenting, are similar to the future ICD-11 presentation of symptoms. In other words, the people that are diagnosed with DSM-5 will be diagnosed exactly the same with ICD-11 in 2020. That's when they start. And it's very important because there are many countries that officially follow the ICD-10, 11 classification. So instead of having two classifications all over the world, we're going to have a similar one. And I think that will benefit patients, researchers, and clinicians. Let's debate about that. So you told us about the benefits. Do you think there are some limitation or some costs to those changes? Yes, honestly, I think there were some problems that were left out. One is Rett disorder. Rett disorder will be unknown by most of our young colleagues because now it's not in the book. And while it was in the book, people knew about it. The other one is disintegrative disorder, which is also eliminated. And there's very infrequent, but still there are some and can be diagnosed. And very often they have very severe epileptic disorders. So it has practical consequences for them. But for me, the most tricky aspect is that they invented a new diagnosis that's called the social pragmatic communication disorder, which is 50% of the symptoms of autism. And honestly, I think they belong to the same frontier. So my concern is that what is good for research, because it's more specific and there will be less false positives, may mean that people with this social pragmatic communication disorder will not benefit, will not access the methodology that we know is effective in autism spectrum disorder. So it's up to us, but you have to be aware of those limitations. So, okay, we're at DSM-5. What would you imagine for the future? What if you are called to design DSM-6? Well, I hope it takes a long time because you see, every time there is a change, and the Americans make quick change. For the World Health Organization, it takes years to make changes because all the countries have to agree on that. But I hope there will be no changes in the near future. I think that there will be some possibilities, more specifiers added with different genetics and medical conditions associated. And I think that there will be perhaps no many changes. I hope they will not change quite right away because it's complicated for research. When you apply research and you try to establish conclusions from the group classified with one classification and you apply it to another one that is different,
things start to be shaky. And I think we need security. Anything that we should, any issue that we should think about to be addressed when speaking about diagnosis? Any ethical, any clinical, moral issue? Well, I think so. I think the most important aspect will be to go beyond diagnosis, to personalize the condition. The people with autism spectrum disorder share the symptoms, but they are different in the rest. So it's very important to individualize after the diagnosis. The diagnosis does not tell you what to do. It tells you to look for aspects in that person, to assess the personal characteristics, the educational needs, the family situation, all these different aspects. And then you prepare the menu, but it's not a menu of the day. Every person has a different menu. So it's very important. A problem that often happens is that now you see the classification instruments, let's say ADI positive, ADOS positive, and you say, well, that's autism. That's not true. Those instruments are for research, and they don't give you the diagnosis. The diagnosis of autism is a clinician who makes a clinical diagnosis. So the instruments are excellent, but the wisdom, the experience, the knowledge of the clinician is essential. And we have to give importance to that, not only to DSM, but the experience and the responsibility that we have. And finally, I think there are two areas that are not very well covered. One is the diagnosis in adulthood. We know that people with autism spectrum disorder change with life. And very often the symptoms are less during adult life. And we do not have adult criteria. So I think it would be important to develop adult criteria. And also women criteria. We have new studies that show that autism spectrum disorder may be different in women than in men. This classification is men-made. Men-made does not mean that it can be applied easily to ladies. So I think that we have to be alert about that. Joachim, thank you for your very insightful comments and contribution. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. En 1980, ce sont 2 à 4 personnes pour 10 000 qui sont considérées comme affectées d'autisme. En 2000, c'est 1 à 5 personnes pour 1000 et à partir de 2010, on considère que c'est plus qu'une personne pour 100 qui est affectée d'autisme. Cette augmentation de l'incidence de l'autisme a beaucoup questionné les professionnels, le public, le politique. Elle pose les questions suivantes. Est-ce qu'il y a une réelle augmentation du nombre de personnes atteintes de TSA ou pas? Est-ce qu'il s'agit d'un changement inquiétant dans les facteurs de risque de notre société ou de notre environnement? Est-ce qu'on porte un regard différent comme professionnel sur le TSA? Est-ce qu'il y a une forme de mode ou une exploitation économique de ce diagnostic? Est-ce que, en d'autres termes, cette augmentation est bien réelle? La réponse est oui, mais... Parce qu'on a beaucoup de raisons de penser que les facteurs de risque connus se sont renforcés avec les années. L'âge des parents, par exemple, a beaucoup augmenté depuis les années 70, au moment du premier enfant. La prise de certains médicaments n'existait pas avant, sont pris aujourd'hui durant le premier trimestre de la grossesse. Ainsi, certains antiépileptiques ou la pilule abortive du lendemain, très utilisée par exemple en Amérique du Sud, ont été associés au risque augmenté d'autisme. Les techniques de procréation médicalement assistées sont de plus en plus employées. Enfin, la grande prématurité, on parle ici d'enfants d'un poids de naissance inférieur à 1,5 kg ou 2 kg, a aussi augmenté. Mais une partie de l'augmentation est due au changement du regard que les personnes portent sur le TSA. Avant 1980, on avait la vision d'un tableau psychiatrique de TSA très sévère. Aujourd'hui, on considère un spectre qui est beaucoup plus hétérogène et des personnes qui n'auraient pas été considérées dans le spectre avant le sont. Notamment parce qu'on a découvert au cours des 20 ou 30 dernières années que certaines maladies génétiques qui pouvaient causer
un trouble du spectre de l'autisme sévère, pouvait aussi causer des symptômes beaucoup plus légers, soit un TSA léger, soit encore simplement des traits ou des symptômes isolés de TSA. Une des grandes découvertes dans l'autisme a donc été l'hétérogénéité de ce trouble. On parle aujourd'hui de notion de spectre, et qui entend spectre entend aussi des extrêmes qui vont vraiment d'un TSA sévère classique tel qu'il aurait été décrit dans les années 70-80 à un spectre beaucoup plus léger. Une autre raison de cette augmentation, c'est l'amélioration des outils diagnostiques. La structuration, la standardisation des outils a augmenté la fiabilité et la certitude diagnostique des cliniciens. Le dernier facteur est l'awareness ou conscience de la fréquence de l'autisme. Aujourd'hui, dans la communauté des professionnels, on dit qu'il faut penser à l'autisme devant tout enfant qui parle tard ou évite le regard ou encore est décalé dans son développement. Ces trois facteurs combinés, environnement, amélioration des outils diagnostiques et awareness, ont augmenté durant la dernière décade de la fréquence de 1 pour 1000 à 1% l'incidence de l'autisme. Mais depuis quelques années, la conscience de l'hétérogénéité, les techniques diagnostiques n'ont pas foncièrement changé, alors que la prévalence continue d'augmenter. C'est donc qu'il y a de nouveaux facteurs de risque. Les études ont essayé de quantifier la responsabilité relative de ces différents facteurs. Et on sait aujourd'hui que 25% est dû à un meilleur diagnostic grâce aux nouvelles connaissances. 15% est dû à une augmentation de la conscience de l'autisme ou awareness. 10% est dû à une augmentation de l'âge parental au premier enfant dans la population. Mais 50% sont inconnus. C'est donc sur ces facteurs inconnus que se concentrent aujourd'hui les recherches. Dans ce module, on s'est posé la question principale qui est de savoir pourquoi nous avons pris tant de temps à connaître l'autisme. Et donc, nous avons fait un voyage historique déjà autour du XVIIIe siècle pour souligner deux phénomènes socio-historiques en parallèle qui nous ont permis de commencer à s'intéresser aux prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme. La première trajectoire socio-historique est celle de l'éducation pour tous les enfants. À partir du XVIIIe siècle, on a commencé à investir l'enfant, à éduquer l'enfant, et en parallèle, on a aussi commencé à s'intéresser à la psychiatrie en tant que telle, à la souffrance psychologique au-delà de l'aliénation mentale, à penser qu'on pouvait éduquer aussi les individus qui souffraient de maladies comme la démence, comme la schizophrénie. Et ceci nous a amené tranquillement à un personnage historique de l'autisme qui s'appelle Eugène Bleuler, qui a inventé le mot autisme, mais lui signifiait vraiment le retrait sur soi-même de l'individu souffrant de schizophrénie. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot autisme a été utilisé au cours du XXe siècle en particulier, jusqu'à ce que Léo Kanner l'utilise pour signifier non pas la souffrance du retournement sur soi-même du schizophrène, mais bien des difficultés tout à fait particulières chez l'enfant. Et on a vu qu'au cours des années 1930, 1940 jusqu'à 1970, Léo Kanner et ses contemporains ont commencé à distinguer certains éléments de l'autisme qui ne seront, eux, reconnus que dans les années 80, notamment avec l'introduction du diagnostic de l'autisme dans les classifications psychiatriques sous troubles envahissants du développement. Et une des personnes qui a été centrale
à ce développement était bien sûr Lorna Wing, qui elle, différemment de Kanner, a parlé de l'autisme non pas comme un trouble affectif, mais bien comme un trouble du développement de la communication sociale et de l'interaction sociale. À partir des années 80, plusieurs recherches ont commencé à prendre leur essor, notamment sur les causes de l'autisme. Et plus on a commencé à reconnaître l'autisme en tant que tel, plus on a vu aussi que la prévalence de l'autisme semblait s'accroître. Alors on a vu ensemble pendant ce module que l'accroissement de la prévalence de l'autisme était dû probablement au fait qu'il a été de mieux en mieux défini dans les années 80, dans les années 90 et aussi dans les années 2000, mais également qu'on a commencé à avoir une définition de l'autisme qui s'intéressait non seulement aux troubles sévères, mais également à toute la variété de sévérité de ce trouble sur le spectre de l'autisme. Et alors, malgré tout ce temps que nous avons pris pour reconnaître l'autisme, nous pouvons remarquer qu'en un peu plus de 100 ans, énormément de connaissances ont été développées pour reconnaître, décrire et intervenir auprès des enfants, des adolescents et des adultes souffrant du trouble du spectre de l'autisme. Donc pour nous, dans les prochains modules, nous vous présenterons l'état des connaissances glanées sur les dernières 100-150 années qui nous amènent aujourd'hui à parler de troubles du spectre de l'autisme.